Les écologistes entre deux eaux, d'un côté partant pour dialoguer avec le gouvernement, mais de l'autre prêt aussi à censurer François Bayrou. À l'Assemblée nationale, Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste, se veut garante de la ligne du nouveau Front populaire, celle de l'Union de la gauche. Le budget 2025 va être l'heure de vérité. Cyrielle Châtelain est l'invitée de LCP, l'indice et politique. Bonsoir et merci d'être fidèle à LCP tous les lundis soirs. Bonsoir Cyrielle Châtelain. Bonsoir. Pour commencer, je vais vous présenter ceux qui vont vous interroger ce soir à mes côtés, en commençant par Rémi Clément de Challenge. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Bonsoir Julie-Marie Lecomte de France Info. Bonsoir. Et bonsoir Clément Méric de LCP. Sans oublier Hugo Couturier, alias Hugo au perchoir, qui relaie vos commentaires, vos questions via la chaîne Twitch LCP Assemblée nationale. Avec vous, Cyrielle Châtelain, nous allons parler d'écologie, évidemment, bien sûr. C'est le ministère qui subit le plus de coupes budgétaires. Ça, vous aurez des choses à dire, évidemment. Et puis, au cours de cette émission, vous débattrez aussi avec Bruno Delaporta de la fin de vie. Faut-il changer la loi pour faciliter l'aide active à mourir? Sujet sensible et clivant qui n'est pas tranché du côté du gouvernement sur la méthode. Et Bruno Delaporta est l'auteur d'un livre dont le titre est « Tuer les gens, tuer la terre ». Donc, ça va résonner chez vous. Ce lundi est marqué par le 80e anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination nazi d'Auschwitz en Pologne. Il y a 80 ans, l'armée rouge découvrait l'ampleur de la barbarie en présence des derniers survivants de l'Holocauste. Ces cérémonies, aujourd'hui, plus d'1 million de femmes, d'hommes, d'enfants, majoritairement juifs, ont été exterminés à Auschwitz. En prélude à ces commémorations, Emmanuel Macron s'est rendu ce matin au mémorial de la Shoah à Paris. Et une nouvelle fois, il a appelé à combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Cyrielle Châtelain, les chiffres le montrent, les actes antisémites en France ont augmenté ces 2 dernières années. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, oui, bien sûr. Ça Comment vous l'analysez? C'est difficile à analyser. Ce que je vois, je regarde les chiffres du CRIF qui montrent qu'effectivement, on a une augmentation et qu'on est encore sur une année malheureusement record sur les actes antisémites. Qu'on est sur des actes qui deviennent aussi de plus en plus violents. 65% ce sont des atteintes aux personnes, dont des actes de violence physique. Donc on est vraiment sur une recrudescence extrêmement dure. Moi, il y a une partie je pense que cette violence, elle est liée au fait qu'on a laissé quand même, depuis des années, revenir des propos antisémites, que ça soit Alain Soral, que ça soit Dieudonné. Et donc, peu à peu, ça... Donc, pour vous, c'est de l'antisémitisme d'extrême droite? Pour moi, l'antisémitisme est d'extrême droite. Parce que je vous pose la question, parce que vous entendez sur les bancs de l'Assemblée nationale qu'il y aurait un antisémitisme de gauche. Pour vous, il n'y a pas d'antisémitisme de gauche? Moi, je pense que quand on a des gens qui sont proches de nous, qui sont des militants de gauche, quand on a... j'ai vu un certain nombre d'artistes aussi qui interpellent. Moi, j'ai été très marquée par la lecture de la BD de Johann Sfar, Nous vivrons. On doit se questionner. En fait, on peut voir autant de gens qui nous questionnent sur la manière dont on formule les choses pour pas se dire à un moment, est-ce que dans la manière dont on pose les choses, dont on pose les débats... À gauche, on crée pas... Est-ce qu'on ne blesse pas des gens? Et donc, à partir de là, on doit se questionner. Mais est-ce que c'est de l'antisémitisme? Mais pour moi, et c'est pour ça que je dis très clairement, quand on pose le débat comme ça, on dit, en fait, globalement, ce qui serait de la défense des Palestiniens deviendrait mènerait d'une certaine manière à l'antisémitisme. Moi, je veux dire catégoriquement non. C'est-à-dire que politiquement, je défends les Palestiniens, je condamne ce que fait Netanyahou, mais je ne fais aucun amalgame d'aucune manière entre la politique d'un gouvernement et la communauté. Alors, est-ce que vous diriez qu'il y a une déviance de la part de ceux qui vous traitent d'antisémites? Pas vous, personnellement, mais les pro-palestiniens qui sont traités d'antisémites, vous dites que c'est malhonnête? Non, moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, on passe beaucoup de temps à poser ces questions-là et qu'à l'inverse, on a Elon Musk, qui maintenant fait partie du gouvernement de Trump, qui, en 2024, avait des propos antisémites, 2023, ce qui disait que les Juifs... encourager la haine contre les Blancs. Ça, c'est son tweet de 2023. Donc on voit bien qu'il a des propos antisémites. Que cet homme-là, il fait un salut nazi, qui va en Allemagne ce week-end à l'AfD, où il attaque le devoir de mémoire, où il dit qu'il faut arrêter avec la culpabilité. Donc à un moment, on voit très clairement qu'on a un homme puissant d'extrême droite qui est en train de faire revenir non seulement l'antisémitisme, mais vraiment même
pour moi une sorte de même de mais si je vous comprends bien, de filiation. Si je comprends bien votre propos. Et en fait, on passe un certain temps à dire regardez les militants pro-palestiniens. C'est-à-dire que vous dites, si je comprends bien vos propos, on s'attache trop à ceux qui défendent la cause palestinienne, qui sont traités d'antisémites, plutôt qu'à la vraie cause qui est l'extrême droite. C'est ça que vous voulez dire? Oui, et qu'il l'a toujours été. Qui a toujours été antisémite. Il n'y a pas d'antisémitisme à gauche. Ce que je dis, c'est que pour moi, l'antisémitisme est d'extrême droite et on passe trop peu de temps à la dénoncer, alors qu'elle est continue. Dans le débat public, on a, je pense qu'on a plus de temps d'antenne passé sur les militants pro-palestiniens ou les politiques pro-palestiniens sont-ils antisémites que sur à déconstruire une rhétorique d'extrême droite. Par contre, que ça doive nous questionner, qu'on blesse des gens, qu'on ait un devoir de clarté, de rappeler que jamais, pour nous, il n'y a d'amalgame entre la condamnation de Netanyahou et qu'il n'y a pas d'amalgame entre Netanyahou et la communauté juive, nous devons le faire et que nous devions nous améliorer. Il faut le dire à chaque fois, à chaque propos, quasiment. Oui, non, mais puis qu'on doit s'améliorer. Enfin, moi, c'est un sujet sur lequel quand vous dites on, parce que vous savez que c'est la France insoumise, vous savez que c'est la France insoumise qui est souvent pointée du doigt. Donc c'est un conseil que vous leur donnez. En Allemagne, c'est les écolos qui sont pointés du doigt. Non, mais je vous le dis, l'accusation d'antisémitisme, en fait, elle peut être utilisée, y compris par l'extrême droite, pour délégitimer des causes qui sont légitimes, comme la cause de la Palestine. Vous savez que le gouvernement envisage une loi pour redéfinir l'antisémitisme en France. À votre place, la semaine dernière, il y avait Aurore Berger ici qui défend justement ce texte en disant qu'il faut inclure dans cette loi sur l'antisémitisme la remise en cause de l'État d'Israël. Est-ce que vous voteriez un texte comme ça? Alors, à ce stade, je n'ai pas connaissance du texte, mais je veux dire, a priori, non. S'il est soutenu par Aurore Berger, je pense qu'on n'a pas la même vision des choses. Donc vous ne voteriez pas un texte comme ça? Mais alors, moi, je le dis, on l'a toujours été extrêmement clair chez les écologistes, il faut un État de Palestine et un État d'Israël, il faut 2 États. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je le dis, je trouve que c'est vraiment le symbole de ça. C'est-à-dire qu'on va se concentrer vraiment sur accuser la gauche et on va oublier tout ce qu'est l'extrême droite. Et je prends encore une fois les chiffres du CRIF qui doivent nous interroger, mais ils disent sur l'ensemble de l'augmentation des actes antisémitistes, 30% à un moment ont été liés dans la sémantique en lien avec la Palestine. Donc ça doit nous inquiéter et c'est inacceptable. D'aucune manière on peut avoir des actes antisémites, quelle qu'en soit la cause. Ou des paroles. Ou des paroles, ou des actes. Enfin, pour moi, c'est un acte antisémite. Mais ça veut quand même dire qu'il y a 70% qui sont liés à autre chose. Et donc, j'ai l'impression qu'on concentre sur ces 30% et qu'on en oublie les 70%. Et donc, à un moment, il faut être clair. L'antisémitisme, c'est l'antisémitisme. Il doit être combattu. Et donc, si la loi inclut dans la lutte contre l'antisémitisme le fait qu'on remette en cause l'existence d'Israël, pour vous, ça n'est pas acceptable. Non, mais moi, je vais attendre de voir la loi. C'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a dit. Oui, non, mais en fait, il y a ce qui est dit sur les plateaux, il y a les contenus des textes, nous, on ne vote pas sur des déclarations. Mais s'il y a ça dedans, vous ne votez pas. Non, mais la question, moi, aujourd'hui, en tout cas, je me questionnerais. Pourquoi? Qu'est-ce qui veut dire la remise en cause de l'État d'Israël? Non, mais en fait... Comment est-ce que ça va être interprété? Est-ce que c'est est-ce que c'est les manifestations qui vont soutenir Gaza? Ou est-ce que c'est les manifestations qui soutiennent un État palestinien? Enfin, en fait, là, on voit vos précautions, ça veut dire que vous ne pouvez pas voter ce genre de texte. En tout cas, je ne vais pas le voter les yeux fermés, qu'on soit en soutien à la condamnation et à la lutte contre l'antisémitisme, oui. Que nous ayons à gauche un devoir de clarté pour être extrêmement clair, bien évidemment. Et qu'il faille changer la loi? Moi, je pense qu'il faut l'appliquer, la loi. Il ne faut pas la changer? Non, pour moi, il faut l'appliquer. Il faut faire notamment de l'éducation. On voit des actes antisémitisme, y compris dans les écoles. Il faut lutter contre ça. Et il faut réassurer. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a toute une partie de nos concitoyens de confession juive, de culture juive, qui se sentent en danger. Il faut les rassurer. Je ne pense pas que ça passera par la loi. Je pense que ça passera par des actes. La parole va maintenant être à mes confrères et à ma consoeur, parce que cette semaine, ça va être en quelque sorte qui tout double pour le gouvernement. On va voir s'il y a un accord en commission mixte paritaire sur le projet de budget 2025. S'il y a un accord, la route sera libre pour François Bayrou. À l'heure qu'il est, juste pour planter le décor, est-ce qu'on va plutôt vers un compromis du côté d'Europe Écologie Les Verts avec le gouvernement? Non. Ah non, il n'y a pas à ce stade, non, on ne va pas vers un compromis avec le gouvernement, puisqu'ils ont continué à raboter le budget, notamment de l'environnement, pas que celui-là, celui de la recherche, le budget pour la fonction publique, donc non, à ce stade... Alors sur les budgets, je m'en remets Clément. Justement, 1 milliard d'euros, c'est l'ampleur du coup de rabot gouvernemental voté au Sénat sur le budget de l'écologie. Après, avec l'aide au développement, l'écologie est probablement le secteur le plus touché par les coupes budgétaires. Est-ce que vous considérez que ce gouvernement est aujourd'hui un ennemi de l'écologie? Oui. Oui, je considère qu'aujourd'hui, ce gouvernement est un ennemi de l'écologie.
Tout à fait. Je pense qu'en tout cas, ils n'ont pas saisi la mesure des politiques à mener, parce qu'il y a moins 1,3 milliard sur les politiques environnementales. Ça veut dire très concrètement des aides pour acheter une voiture moins polluante, c'est les moyens pour protéger la biodiversité. Mais à côté de ça, dans un autre budget, il y a la suppression de l'agence bio. De l'autre côté, on avait le gouvernement qui posait un amendement pour enlever 500 millions pour la rénovation des bâtiments, petite parenthèse, qui a été rejeté. Petite parenthèse, c'est moi sur l'agence bio, parce que la ministre de l'Agriculture a annoncé cet après-midi que l'agence bio serait maintenue. Très bonne nouvelle. Bon, mais elle a dit, je vous le dis, parce que pour que vous n'alliez pas vers des erreurs éventuellement d'interprétation. Alors moi, c'est juste que depuis quand même 2 ans, j'ai appris à me féliciter des choses une fois qu'elles sont votées. Parce que trop souvent, on a des déclarations qui ne sont pas suivies des faits. Mais si c'est le cas, j'en suis ravie. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les ponts sont rompus avec le gouvernement, ou vous appelez encore François Bayrou à revenir sur ces coupes budgétaires ? Mais on est sûr qu'on l'appelle à revenir sur ces coupes budgétaires. Mais ne serait-ce que parce que la question n'est pas seulement celui d'un accord politique, elle est les moyens qu'on veut donner pour faire face à un défi incommensurable, qui est celui de lutter contre le réchauffement climatique et de s'adapter aux conséquences qui sont déjà présentes. Et que ça, c'est d'intérêt général et qu'il faut arrêter de couper dans des politiques qui sont essentielles. Mais est-ce que les ponts sont rompus avec le gouvernement, vous demandez, Rémi ? En tout cas, les relations sont extrêmement ténues. On a des travails entre nos cabinets. Enfin voilà, on essaye de voir les portes. Vous négociez encore, vous discutez avec le gouvernement ? À ce stade, en tout cas, nous, on a des collègues qui, pendant une semaine, ont essayé, étaient au Sénat à discuter avec Éric Lombard, avec la ministre du Budget, Amélie de Montchalin, et à chaque fois qu'on proposait quelque chose, on avait pire. Donc à ce stade, c'est quand même très compliqué, mais on continue à défendre nos propositions. Mais quand Agnès Pannier-Runacher dit aux écologistes « la porte de mon ministère leur est ouverte », est-ce que vous êtes allé la voir pour discuter avec elle ? Mais avec Madame Agnès Pannier-Runacher, on sait au téléphone, on échange. Ce qu'on lui a dit concrètement, c'est qu'à un moment, nous, on jugeait aussi sur des actes. Et que dans le même temps qu'ils nous expliquaient que la porte était ouverte, mais dans le même temps, eh bien, ils enlevaient des crédits sur la biodiversité. Ils essayaient d'amputer encore les moyens pour la rénovation thermique. On a des membres qui sont du socle commun qui attaquent l'ADEME. On a un Premier ministre qui dénigre les agents qui travaillent pour la biodiversité. En fait, à un moment, il ne suffit pas de dire on est ouvert. Il faut un moment des actes en faveur de l'environnement et de l'écologie. Il y a une proposition de loi qui est débattue aujourd'hui et demain, je crois, au Sénat, qui vise à, je cite, lever les contraintes de l'exercice du métier d'agriculteur. Et ce texte veut notamment réautoriser un néonicotinoïde, c'est un insecticide qui avait été interdit en France en 2020. Il veut aussi faciliter la construction de retenues d'eau. Est-ce que vous, les écologistes aujourd'hui, vous êtes en mesure, politiquement, d'empêcher l'adoption de ce texte ? Déjà, c'est un scandale. Je le dis très clairement, c'est-à-dire que depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs semaines, on voit que l'environnement dans toutes ses formes est attaqué, que ça soit sur la question, vous l'avez dit, des nicotinoïdes, que ça soit sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique et de la transition avec l'ADEME. Donc oui, à ce stade, c'est une catastrophe. Moi, je ne suis pas en mesure de vous le dire parce qu'en fait, on nous dit la porte est ouverte, mais quand on dit quels sont les gestes que vous seriez prêts à faire pour même nous remettre autour de la table, on ne nous répond pas. Mais vous, la vérité, c'est qu'on ne nous répond pas. Alors, il va y avoir une commission mixte paritaire. Concrètement, est-ce que vous avez des demandes précises qui pourraient vous amener à ne pas voter la censure ? Mais nous, alors, je voudrais déjà dire que sur la commission mixte paritaire, la porte d'Agnès Pannier-Runacher est peut-être ouverte, mais sur la commission mixte paritaire, quand on doit nous donner le siège auquel on a le droit pour voter, on nous en écarte. Mais déjà, quand même le dire clairement, c'est qu'ils veulent bien. Donc il n'y aura pas d'écologistes. On sera suppléant alors qu'on aurait pu prétendre à un poste de titulaire, sauf que, comme par magie, il y a une CMP sur le vapotage qui est apparue. Et donc, en fait, ça ne nous permet pas de siéger. Donc c'est un mauvais coup qui vous est joué, là. Et oui, c'est ça. Et je trouve que ça montre que derrière. On veut vous écarter, clairement. Non, mais en fait, ça montre que derrière les grands discours, quand il faut passer aux actes, quand il faut laisser la place, et bien en fait, ça ne suit pas. Et c'est pour ça qu'on est très prudent. Est-ce que vous avez suffisamment négocié sur des points précis ? Parce qu'on le voit. Négocier sur des points précis. Le PS a négocié, a accepté de ne pas censurer après la déclaration politique générale. Ils ont obtenu, les socialistes, alors, dites-moi des exactement, et dites-moi ce qu'ils ont obtenu exactement. Alors, je ne sais pas, par exemple, les 4000 suppressions de postes. Qui n'ont pas été votées au Sénat à ce stade. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas... Non, mais pourquoi... Non, mais c'est intéressant. Moi, c'est pour ça, c'est un moment où on nous dit... Leurs 5 textes dans leur niche parlementaire.
sont passés. Oui, et à ce stade, vous pensez qu'ils passeront potentiellement au Sénat ? Oui, mais en fait, la question, c'est pas qu'est-ce qui passe, c'est qu'est-ce qui change en vrai. Pourquoi est-ce qu'à un moment, les postes au Sénat n'ont pas été... sur l'éducation nationale, n'ont pas été supprimés. C'est parce qu'avec... ils avaient fait un même amendement, il y avait plusieurs amendements qui venaient à réduire les postes qu'il y avait disponibles sur les autres champs de la fonction publique, notamment des postes sur les questions environnementales. C'est qu'en fait, ce qu'ils donnent d'un côté, ils le reprennent de l'autre de manière extrêmement violente. Et je veux dire, dans ce qui aurait été obtenu, la taxe sur la question de l'énergie, la taxe sur l'électricité, c'était déjà voté à l'Assemblée, au Sénat. La question de l'indemnisation, de la réindexation des retraites, c'était effectif depuis le 1er janvier. Donc dans ces conditions-là, vous préférez rester spectateur ? Non, c'est pas spectateur, c'est que je dis à un moment sur quoi on est acteur. Quand c'est obtenir des choses qui sont déjà gagnées, cela ne nous suffit pas. Vous voulez dire que les socialistes se font avoir ou ils sont trop... En tout cas, nous, les socialistes se font avoir ? En tout cas, moi, ce qu'on a estimé, c'est qu'au vu de ce qu'il y avait dans le courrier, il y avait très peu de nouveaux gains. Donc ce qui était dans le courrier, c'était des sujets qui étaient déjà adoptés. Et je voudrais juste finir. On a donné des choses très précises. Le fonds vert, retour à 2,5 milliards. L'augmentation des moyens, par exemple, pour les transports en commun, puisqu'on a 800 millions qui sont enlevés à l'AFITF, c'est-à-dire qui finance les transports en commun et le ferré. Tout ça, on l'a mis sur la table. On nous a dit non. On nous a redit non. Et après, on a enlevé encore des crédits sur le Sénat. Donc, en fait, discuter, je veux bien, mais par contre, on juge dans les faits et dans les actes. Est-ce que vous changerez d'avis si, au final, dans la version adoptée en commission mixte paritaire, il n'y a pas les 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale et il y a des moyens supplémentaires pour l'hôpital public? Est-ce que vous changerez d'avis? Alors, je le redis, la question des... Alors, moi, je soutiens le fait qu'il n'y ait pas 4000 suppressions de postes à l'éducation nationale. Par contre, je suis contre le fait qu'on aille chercher ces postes dans les autres fonctions publiques et qu'en fait, on enlève des plafonds de postes, notamment sur les questions environnementales ou sur des agents de fonctionnaires sur la question de l'agriculture. Non, parce qu'il faut quand même regarder ce qu'il y a derrière. Deuxièmement, on est sur l'un des budgets les plus austéritaires qu'il y a eu sur la Ve République. On enlève plus de 600 millions sur la recherche. C'est 1,3 milliard, vous l'avez dit, sur l'écologie, 700 millions sur l'aide au développement, 600 millions sur la recherche. On a, je pense, potentiellement un plan de licenciement qui va être très fort dans le milieu associatif. Oui. On a des... Non, mais donc, en fait, à un moment, nous, on va regarder... Alors, sur les pistes d'économie, justement, vous êtes pour plus de justice sociale. Parmi les pistes d'économie, le ministre de l'économie propose de moins rembourser les médicaments quand on gagne bien sa vie. Est-ce que vous, les écologistes, vous y seriez favorables? Non. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, quand on commence à conditionner à des niveaux de revenus, eh bien, en fait, c'est une manière d'aller peu à peu grignoter les droits. D'abord, c'est les plus riches, puis après, on va descendre les plafonds au fur et à mesure. Et à un moment, eh bien, en fait, les médicaments ne seront plus remboursés intégralement que pour les plus précaires. Et puis à la fin, vous aurez des gens de droite qui viendront dire c'est un inconséquent, c'est encore les assistés qui ont des droits. Et donc, à la fin, plus personne n'aura des médicaments remboursés. On ne laissera pas les droits se faire grignoter. Il faut des droits universels pour tous. C'est l'impôt qui permet de répartir les richesses. Oui, Madame Châtelain, ça a beaucoup réagi dans le chat par rapport à la discussion sur l'antisémitisme, etc. Il y a Tranche qui dit l'antisémitisme, comme les autres discriminations, est systémique, donc il y en a forcément à gauche comme dans toute la société, sans que la gauche ait jamais milité dans ce sens, comme l'extrême droite a pu le faire, et l'antisémitisme ne veut pas antisionisme. Et il y a une question sur l'éducation. Les collégiens ont appris ce qui s'est passé, évidemment, et même les lycéens, sur les crimes du nazisme, etc., et les camps de concentration et les chambres à gaz. Et pourtant, il y a beaucoup de sondages qui montrent que beaucoup de jeunes n'ont jamais entendu parler de Shoah, etc. Comment faire pour réussir ça avec les derniers témoins qui disparaissent petit à petit, malheureusement? Peut-être sur le début de question, je le redis, moi je pense qu'effectivement toutes les discriminations sont systémiques et c'est pour ça que l'on doit se questionner quand des gens nous disent « attention, j'ai été heurté, vos propos ne sont pas les bons ». Donc y compris à gauche. On ne peut pas dire qu'il faut se re-questionner et se déconstruire et pas penser qu'il faut se l'appliquer à nous-mêmes. Sur l'éducation, c'est vrai, on a un enjeu, c'est de continuer la politique de mémoire alors que les derniers survivants sont... et donc ça veut dire effectivement renforcer les moyens sur l'éducation nationale, du temps, du travail. Il y a au niveau des collectivités, par exemple, des projets qui fonctionnent très bien. Nous, à Grenoble, on avait mis en place le fait d'avoir des classes qui allaient à Auschwitz, mais ce n'était pas seulement un aller-retour. Déjà, le fait d'y aller... Moi, les enfants qui reviennent, c'est incroyable. Enfin, voilà, c'est vraiment... Je finis juste cet exemple. C'est impressionnant, mais surtout, ça va sur une année de travail où
où en fait on travaille toute l'année, on va avoir des pièces, il y a vraiment un accompagnement tout au long de l'année sur la réflexion. Donc il y a à la fois le choc de découvrir le lieu, et à la fois cet accompagnement tout le long de l'année pour comprendre et pour déconstruire l'ensemble des stéréotypes. On va revenir, Cyril Châtain, sur la stratégie du Nouveau Front Populaire, sur le budget. Est-ce qu'il y a une ligne réellement entre tous les partis du Nouveau Front Populaire? On voit bien que le Parti socialiste, depuis l'arrivée de François Bayrou à Matignon, a changé de ton et veut, on pourrait dire, éviter la censure à tout prix. Julie. Si le Parti socialiste ne vote pas la censure, est-ce qu'il change d'alliance? Non. Manuel Bompard dit ne pas voter la censure, c'est entrer dans un soutien sans participation au gouvernement. Vous êtes d'accord ou pas? En tout cas, je ne pense pas qu'il change d'alliance. Je ne pense pas que le PS change d'alliance s'il ne vote pas la censure. Moi, on verra quelle est la copie qui est posée sur la table. Nous, on s'attend à ce que ça soit une très mauvaise copie. Et vous voterez la censure, vous? À ce stade, si on regarde la copie sortie du Sénat, pour le moment, je ne vois pas trop d'autres solutions. Vous votez la censure? En tout cas, à ce stade, moi, je ne vois pas comment on ne le fait pas. Donc, vous ne suivez pas le PS, vous votez la censure avec les Insoumis, mais vous n'êtes pas d'accord avec les Insoumis quand ils considèrent que le PS est en rupture. On a du mal à vous situer. Oui, mais parce qu'en fait, ce qui est impressionnant, c'est que vous pensiez qu'on prend des décisions sur un sujet qui est extrêmement important, à savoir la censure d'un gouvernement et le vote d'un budget par rapport à nos partenaires. En fait, moi, je ne vais pas discuter avec le gouvernement pour être avec le PS. Est-ce que vous, les Verts, vous pensez qu'il faut une dissolution dès que ce sera possible? Non, parce que nous, on pense que... En fait, pourquoi est-ce qu'il y aura une censure? Déjà, en fait, il y aura une manière assez simple de parler de la censure, c'est que François Bayrou n'utilise pas le 49.3. Non, mais en fait, il faut redire pourquoi c'est la censure. Oui, mais vous imaginez bien qu'il y a peu de chance. Oui, mais en fait, c'est problématique. C'est-à-dire que c'est parce que c'est un budget qui n'a pas de majorité. Et donc, en fait, c'est pas vrai qu'il se donne vraiment les moyens de discuter. 100 millions d'euros par jour, je crois. Pardon. Oui, alors ça, on pourra revenir sur les calculs parce que... Oui, mais on va revenir sur les... Alors, ils auraient très bien pu travailler vraiment pour construire une majorité, ce qu'ils n'ont pas fait parce que dès le début, ils nous ont dit qu'ils feraient le 49.3. Donc, en fait, la censure, c'est le moyen de se positionner sur le budget. 2, sur les calculs du coût de la censure. Moi, aujourd'hui, on n'en a pas les détails. Et il nous parle à peu près de 12 milliards... Vous êtes d'accord sur l'urgence? Mais bien sûr qu'il faut une urgence, mais en termes de visibilité sur le coût de la censure à ce stade, il y a une partie qui est liée à la mauvaise croissance, et même avec le budget 2025, on avait déjà une réduction de la croissance, et de l'autre, il nous explique qu'on perd de l'argent, mais qu'on fait 2 milliards d'économies grâce à la loi spéciale. Pour être très clair sur ce que vous répondiez à Julie, vous dites, si le Parti socialiste vote le budget, oui, vote le budget, il est toujours dans le Nouveau Front Populaire. Pour moi, oui. Moi, je ne suis pas là pour faire des exclusions. C'est particulier, c'est grand écart. Alors oui, alors moi je préférerais qu'on soit tous sur la même position sur la censure. Je vous dis, ça serait beaucoup plus confortable. Ça, je le reconnais très, très largement et je ne sais pas ce que décideront mes amis socialistes. Mais comment peut-il voter le budget qui veut dire appartenir à une majorité tout en étant dans le Nouveau Front Populaire? Il ne voterait pas la censure, ce qui est quand même une différence. Je suis sûre que si le budget était amené et qu'il n'y avait pas de 49.3, il ne voterait pas. Pourquoi à un moment, je dis qu'il faut dépasser ça? En fait, on a face à nous... En fait, on ne peut pas dire qu'on est dans un moment historique, qu'on a une montée de l'extrême droite à l'international et en France, et de l'autre côté, chercher à créer des divisions entre nous. En fait, moi, je dis oui, on a besoin de cohérence et de clarté. Mais de cohérence, il n'y a pas de cohérence. Il y en a un qui vote pour et l'autre contre. La question, à un moment, c'est qu'est-ce qui fait? En fait, on n'a pas la même vision de la balance. Nous, on pense qu'à ce stade, ils ne nous ont donné que des miettes et que défendre nos électeurs, c'est défendre ce pourquoi, pas tout notre programme, mais en tout cas qu'une partie de notre programme, qui est des vrais changements des inflexions politiques. Ce n'est pas qu'une question de balance, ce sont deux visions, deux stratégies, deux gauches différentes qui s'opposent au sein du Nouveau Front Populaire. Pourquoi vous refusez de choisir entre ces deux-là? Mais parce qu'en fait, je vais être franche, pour moi, choisir la division de la gauche, c'est choisir l'échec à la prochaine élection. Mais qui divise? C'est le PS qui divise? Mais j'y refuse. Le PS ne divise pas. Moi, je vais être franche, je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de gens qui ont envie de se dire il faut clarifier, pour ça, il faut laisser... Il y a ceux qui disent qu'il faut laisser le PS de côté, ceux qui disent qu'il faut laisser l'AFI de côté. Moi, je dis c'est très simple. En fait, si on ne va pas du PS à l'AFI, on ne gagnera pas. D'accord, mais si vous ne votez pas les mêmes choses, c'est... Oui, mais en fait, ça fait... Par exemple, c'est très étonnant parce que pendant 2 ans, on a voté 80% des textes en commun. Là encore, on a plus de 70% de votes en commun et on passe notre temps à nous dire qu'on ne vote pas pareil. Bah, c'est pas vrai. Donc si le PS ne vote pas la censure, c'est pas grave? Bah, moi, je trouverais ça plus... On aura des débats entre nous, je trouverais mieux. Mais c'est pas grave. Mais je pense qu'il ne faut pas... surinvestir ce sujet-là. C'est pas grave. Attends, dans votre groupe, il y en a qui ont choisi clairement, je pense aux anciens Insoumis,
que vous avez accueillis dans votre groupe et qui n'hésite pas à critiquer la stratégie du PS. Par exemple. François Ruffin l'a fait sur son blog la semaine dernière. C'est la position de votre groupe qu'il exprime quand il prend la parole ? Alors je pense déjà qu'il explique, vous l'avez vu, sa note de blog, que moi je trouve extrêmement intéressante. Déjà un parcours et un cheminement personnel qu'on n'a pas tous. Donc c'est pas la ligne du groupe écologiste ? Alors non, en fait, vous voyez bien, la ligne du groupe écologiste est pas... Alors, je voudrais redire, moi je trouve sa note extrêmement intéressante, mais c'est une note déjà personnelle, où il chemine son parcours. 2, est-ce que cette inquiétude de dire attention à nos collègues du PS, c'est un vote qui est quand même regardé et faites attention à ne pas être emmené à un moment et à devoir co-porter des choses qui seraient extrêmement néfastes. Mais c'est plus quelque chose pour moi, et même quand je lis la note de blog de François Ruffin, de l'ordre de l'alerte que de l'ordre de l'excommunication. Il dit attention. Ce n'est pas du tout la même chose que dire vous ne faites plus partie de l'Union, vous n'êtes plus nos partenaires. Moi, je ne l'ai pas lu de cette manière-là. Vous voulez être entre deux, quoi. Vous voulez être les liens entre tout le monde. Non, je ne veux pas être entre deux. En fait, moi, je veux être assez... Et je comprends que la position ne soit pas simple en ce moment, mais moi, les seules choses que j'entends, parce que tout le monde parle de ce qui remonte de ses voeux, moi, ce que j'entends, c'est on en a marre. Vous êtes ensemble, vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes ensemble, vous n'êtes plus ensemble. En fait, ça suffit. Je pense que... mais c'est le PS qui se distingue dans l'histoire. Oui, mais en fait, quand c'est... Mais alors, vous êtes ensemble ou vous n'êtes pas ensemble? Pour vous répondez quoi, moi, mon engagement à moi, celui que j'ai pris devant mes électeurs et qui correspond à mon engagement depuis des années, c'est de faire en sorte qu'on tienne et de jamais casser les ponts au point où on ne puisse être ensemble. Donc il faut que le nouveau Front populaire tienne. Oui, il faut que le nouveau Front populaire, il faut que l'union de la gauche tienne. Malgré les divergences avec le PS. Malgré les divergences, et qu'elle tienne par contre sur effectivement ce qui a fait qu'on a gagné en 2022 et en 2024, une ligne extrêmement forte d'une gauche qui arrive à représenter une rupture par rapport au macronisme et une vision extrêmement différente de la société que celle de l'extrême droite. Et justement, très rapidement par rapport à ça, est-ce que vous appelez du coup Henri Daniel à se retirer, à fusionner sa liste avec celle de Louis Boyard, puisqu'il y a des écologistes... On va y revenir tout à l'heure, mais... Allez-y quand même. Voilà. Et autre question rapide, il y a aussi des élections ce week-end à Boulogne-Billancourt avec une candidate écologiste, Pauline Rapilly-Ferniaud. Je vous invite à aller voter pour Pauline. Elle est fantastique. Pas Boulogne, mais voilà. Non, mais les téléspectateurs, elle est très bien. On va répondre sur celle-là avant d'aller sur... Et elle nous disait qu'elle était inquiète notamment de la liste Equinox qui pourrait l'empêcher d'être au second tour. Equinox, on rappelle, c'est en gros les écolos pro-nucléaires. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui hésitent, qui seraient plutôt pro-nucléaires, qui hésitent entre voter pour eux et pour elle? Moi, ce que je leur dis, c'est que je connais Pauline depuis longtemps, qu'elle est engagée d'un point de vue environnemental de manière extrêmement forte et que, oui, la question de l'énergie est centrale, mais qu'il y a la question de la protection de la biodiversité, qu'il y a la question de la lutte pour tout ce qui va être nos libertés publiques qui est indispensable et du projet économique. C'est-à-dire qu'il nous faut aussi avoir une autre vision de la consommation et que c'est comme ça qu'on aura un projet économique. Rémi. Pour revenir sur la censure, votre électorat apparaît beaucoup plus mesuré que vous sur le sort à réserver au gouvernement Bayrou. Dans le tout dernier sondage ELAB, publié le 15 janvier dernier, 63% des sympathisants écologistes se disaient défavorables à l'idée de censurer le gouvernement Bayrou. Est-ce que, à voter systématiquement la censure, vous ne risquez pas de vous couper de la frange la plus modérée de votre électorat? Moi, on lit les mêmes sondages que vous, et en fait, le vote de la censure, c'est pour ça que je disais bien, c'est pas un vote qu'on fait à la légère, et c'est pas un vote de positionnement politique. C'est vraiment un vote où on réfléchit en se disant, avec ce qu'on a devant nous, que ce soit le gouvernement tel qu'il est, avec des Retailleau et des Darmanin, ou le budget tel qu'il est que c'est une bonne chose? Je pense que c'est vraiment ça qui nous meut. Et il y a des débats, et c'est pour ça qu'à un moment, moi, je ne dis pas le PS, la FI, on a des débats même à l'intérieur de nous pour savoir s'il faut voter ou pas la censure. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, oui, il y a une inquiétude qu'il faut savoir entendre, et donc que les gens ne sont pas forcément favorables tous à la censure. Mais de l'autre côté, je sais, parce qu'ils ont entendu, par exemple, qu'il n'y aurait plus de jours de carence pour les fonctionnaires. Mais par contre, peut-être ce qu'ils n'ont pas entendu, c'est que maintenant, quand un fonctionnaire sera malade, il touchera plus 100% de son salaire, mais 90% sur les 3 premiers mois de son arrêt maladie. Pour un agent de catégorie C qui est malade pendant 1 mois, ça veut dire quand même déjà une maladie assez quand même importante, il va perdre plus de 200 € sur le mois, autour de 260 €. En fait, c'est ça la réalité qu'il y a dans ces budgets, le budget de la sécurité sociale. Et c'est ça qui, à un moment, fait que oui, quand il y a un passage en force avec un 49.3 et qu'il y a une motion de censure, il est probable, si ça reste en l'état, que nous votions la censure. Parce qu'en fait, moi, je dis quoi aux gens qui perdent 260 € quand ils sont malades, alors qu'ils avaient entendu que ça ne serait pas le cas? En fait, à un moment, ces budgets-là, ils ont des conséquences réelles.
Cyrielle Châtelain, on va revenir maintenant on parlait du nouveau Front populaire qui est mis à l'épreuve, y compris dans des élections locales qu'évoquait tout à l'heure. Oui, pour revenir à cette question de stratégie électorale. Donc, Villeneuve-Saint-Georges, près de Paris, municipal partiel, Louis Boyard, cadre insoumis, arrive en tête, sauf que si la droite s'unit contre lui, il perdra l'élection. Donc, pour répondre à la question d'Hugo, est-ce que vous appelez à la fusion de la liste LFI avec la liste du communiste, qui est une liste PC vers Parti socialiste? Oui, très clairement, moi j'appelle à la fusion des gauches pour le second tour. Ça, c'est nécessaire. Et à Paris, alors on a deux candidats socialistes. Je peux revenir, juste avant de vous laisser la parole là-dessus, parce qu'il y a un petit bug sur cette fusion éventuellement, c'est que le Parti socialiste met une condition. Il y a sur la liste de Louis Boyard un candidat considéré comme pro-Hamas, et le PS demande à ce qu'il soit retiré. Est-ce que le PS est-ce qu'il faut que le PS soit entendu là-dessus? Non, je vais pas regarder les détails. Okay. Après, quand c'est une fusion de listes, et je crois qu'ils sont en discussion des conditions, on arrive aux conditions d'un accord. Moi, je pense qu'il faut que chacun fasse un pas pour arriver à une condition d'avoir une liste commune au second tour. Je pense que c'est indispensable. Julie. Je disais donc, à Paris, deux candidats socialistes pour une primaire socialiste, au moins, pour succéder à Anne Hidalgo. Pour les prochaines municipales. Pour la primaire écologiste, 3 candidats à la primaire, plus Yannick Jadot, qui est candidat, mais pas forcément à la primaire. Est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus efficace il n'y avait pas de démocratie? Non, d'organiser une primaire de la gauche pour avoir un candidat unique face à Rachida Dati? Eh ben, je vais être franche, j'y avais pas réfléchi. C'est une très bonne question. Non, mais parce que moi, je ne suis pas parisienne et je sais que pour les Parisiens, Paris, mais moi, j'avoue que j'ai les municipales à Grenoble. Mais pourquoi pas une primaire dès le premier tour, quoi? À Paris, voilà, non, donc j'avoue, je ne me suis pas approchée. Je sais qu'aujourd'hui. Parfois, pourquoi cette gauche? Parce que vous défendez l'union de la gauche doit être unie, le nouveau Front populaire, rien ne doit l'empêcher rien ne doit le faire exploser, etc. Fortement. Et voilà. Dans la capitale, le spectacle que donne la gauche. Alors, moi, ce que 6 je pense, candidats, 7 candidats. À plus. Vite, on est quand même assez loin du scrutin, qu'on ait des débats sur qui doit incarner, par exemple, chez nous, chez les écologistes, qui doit porter la liste écologiste, je trouve ça naturel. Donc, tu fais une liste écologiste? Non mais là on est sur le débat de qui doit porter la parole écologiste. Et après j'imagine qu'il y aura un certain nombre de débats sur est-ce qu'il faut des listes communes ou pas. J'ai vu qu'Yannick Jadot appelait d'ailleurs à une liste rassemblée avec les socialistes. En pensez quoi, moi, je pense qu'effectivement, plus on se rassemble, plus on est fort. Juste un mot. Après, on aura un débat sur qui mène la liste, en fait. C'est toujours ça. Et derrière le débat qui mène la liste, quel projet pour la ville? Juste une dernière petite chose sur Villeneuve-Saint-Georges. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a fait un tweet en disant qu'il fallait faire barrage à la France insoumise. C'est le ministre de l'Intérieur, j'insiste. Oui. Ça vous dérange? Oui. C'est-à-dire, mais une fois que vous avez... C'est-à-dire qu'un ministre de l'Intérieur qui est garant du bon fonctionnement des élections n'a pas à donner son avis. Mais je crois que Bruno Retailleau, ces derniers jours, même ces derniers mois, ces dernières années, nous a prouvé que de toute façon, c'était un très mauvais ministre de l'Intérieur et qu'il n'avait pour moi aucune éthique et aucune morale. L'île-et-Vilaine, envahie par les eaux, est toujours sous vigilance rouge depuis ce week-end. Tous les cours d'eau à Rennes et aux alentours ont débordé. Des quartiers de la ville sont sous les eaux, conséquence de la tempête Herminia. Des crues inédites depuis plus de 40 ans. Il va falloir encore attendre 48 heures avant de pouvoir parler de décrues. Encore une illustration des phénomènes climatiques de plus en plus intenses, avec comme conséquence également l'augmentation chaque année du prix des assurances habitation. On parlait tout à l'heure du fonds Barnier, qui va avoir 300 millions de plus en 2025. Vous avez dit que c'est une bonne nouvelle. Clément, on va aller au-delà sur tous les combats écologiques que vous menez. Et notamment dans le cadre de la crise agricole. Il y a un élément qui nourrit cette crise des agriculteurs depuis plusieurs années maintenant, ce sont les mesures écologistes qui peuvent alimenter des distorsions de concurrence internationale. Donc j'ai en tête ce néonicotinoïde que les sénateurs veulent réintroduire en France et qui est autorisé en Italie et en Espagne. Aujourd'hui en France, les producteurs de noisettes, par exemple, ont vu leur production ravagée à 50% par à la fois un ver et une punaise, la punaise diabolique. Et visiblement, il n'y a que ce néonicotinoïde qui peut lutter contre ce parasite. Vous dites quoi à ces producteurs de noisettes qui vous accusent de tuer la filière française aujourd'hui? Alors, je vais prendre un peu plus large et après j'en reviendrai aux nicotinoïdes. Si on veut protéger les agriculteurs, il faut lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, les impacts du réchauffement climatique, c'est des pertes qui peuvent aller de 20 à 30%
des productions agricoles. Soit parce que c'est des grêles tardives, soit parce que c'est des sécheresses, soit parce que c'est des inondations. Ou des inondations, comme on a vu. Voilà. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les impacts du réchauffement climatique impactent directement le travail des agriculteurs, sans parler par exemple des vignerons qui doivent réadapter leurs vignes au changement de température. Donc on voit bien que ça a un impact de manière très forte et qu'aujourd'hui la meilleure manière de protéger la profession agricole, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. La deuxième chose, il y a un présupposé dans cette réflexion qui est les normes écologistes sont une distorsion de concurrence. Mais en fait, en vrai, aujourd'hui, ce qui est problématique au niveau de l'agriculture, c'est qu'en fait, on a des prix agricoles qui ont fortement baissé dans la manière dont on rémunère les agriculteurs, et de l'autre, des prix à l'achat qui ont fortement augmenté. Donc en vrai, le problème... Vous ne répondez pas à la question en fait. Parce qu'il y a un présupposé à la question qui est, ça serait parce qu'il y a des normes environnementales que les agriculteurs n'arrivent pas à... Le producteur de noisettes, vous lui dites quoi? Le producteur il perd la moitié de sa production à cause de deux ravageurs. Aujourd'hui, il n'a aucun moyen pour lutter contre. Alors je lui dis, je ne suis pas une spécialiste de la noisette, je lui dis, si on a interdit les nicotinoïdes, c'est parce qu'il y a des problématiques de santé extrêmement graves. Alors, et donc à un moment, on doit le protéger lui. Ils vous répondent. Aujourd'hui, en France, on mange 80% de noisettes viennent de Turquie. Et en Turquie, il y a plus de 240 pesticides qui sont autorisés sur cette culture de la noisette. Mais ce qui est un problème, vous savez que la position des écologistes... Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin dans l'écologie sur des mesures pareilles qui créent des distorsions pareilles? Quand on voit l'augmentation des cancers chez les agriculteurs, ces personnes qui habitent à proximité des champs, je pense que non, nous ne sommes pas allés trop loin. Mais est-ce que ça résout le problème si on mange 80% de noisettes qui viennent de Turquie? Le problème, c'est qu'on laisse rentrer des noisettes qui ont des pesticides qui sont interdits et qui nous rendent malades. Je suis désolée, le problème, il est surtout, là, si on met plus loin que la noisette, la question des traités de libre-échange qui font venir des produits de moindre qualité qui sont mis en concurrence avec le produit de nos agriculteurs. Alors, donc ça, oui, c'est un problème et les écologistes se battent contre. Et c'était le dossier noisette de Clément. Non, Rémi voudrait vous parler du nucléaire. Non, mais c'est important quand même, la question des agriculteurs. Mais je rigole pas. La noisette, j'aurais pu citer la cerise, la betterave sucrière. En fait, ça se décline dans plein de domaines. Oui, à la fois, moi, je pourrais vous parler de l'expérimentation de Chizé qui démontre qu'on peut réduire les pesticides et garder le même niveau de production. Il y a beaucoup de choses qui démontrent qu'on peut faire autrement sans se rendre malade. Parlons du nucléaire, Rémi. Sur le nucléaire, oui. 95%, c'est la part d'énergie bas carbone qui a été produite en France en 2024. C'est un record et c'est notamment dû à l'énergie nucléaire. Est-ce que ça ne vous amène pas à revoir quelque part votre vision de l'énergie nucléaire? Est-ce que vous ne voulez pas revenir sur vos positions? Non. Alors, par contre, il faut y réfléchir. La première chose, c'est qu'on a réussi... déjà, on a eu une année où il n'y a pas eu de sécheresse, donc on n'a pas eu de baisse des niveaux d'eau, et donc les réacteurs ont pu fonctionner. Il y a quand même des années où on avait beaucoup moins de réacteurs qui fonctionnaient parce qu'il y avait de la sécheresse ou parce qu'ils avaient des problèmes de rouille, etc. Donc déjà, on a eu une bonne année. Il y a des années où c'est beaucoup plus compliqué. La deuxième chose, en fait, dans tous les cas, qu'on soit pro ou anti-nucléaire, on a un sujet devant nous qui est un espèce de mur énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a lancé la relance du nucléaire, mais les centrales ne sortiront que dans 15 ans, dans le meilleur des cas. Et qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait pas forcément répondre aux besoins énergétiques immédiats. Donc vous êtes toujours anti-nucléaire? Oui, mais j'explique pourquoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas répondre à besoins énergétiques immédiats et on ne sait pas. C'est d'ici 2030 qu'on doit baisser nos gaz à effet de serre. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on projette avec le nucléaire, ça peut fonctionner dans 15 ou 20 ans. Et je pense qu'on a besoin de solutions immédiates et donc de développer les énergies renouvelables. Lors de la dernière élection législative partielle dans l'Isère, tout près de chez vous, un nouveau parti a émergé, c'est ce que disait Hugo tout à l'heure, Equinox, donc un parti écologique mais pro-nucléaire. Est-ce que vous craignez leur concurrence aujourd'hui en politique ? Non, moi, en fait, il y a toujours eu différents partis écologistes, environnementaux. Moi, je suis pour la démocratie, la pluralité des partis. Je suis moi-même élue pas loin de Grenoble. Je sais que j'ai des débats avec un certain nombre d'ingénieurs, etc. Et c'est hyper intéressant et ça nous fait avancer sur notre perception de la question de... On peut être écologiste et pro-nucléaire. Moi, en tout cas, j'ai des amis qui sont écologistes et qui sont pro-nucléaires, donc oui.
Mais en tout cas, mais les débats qu'on a, c'est de se dire ça, c'est de dire, mais en fait, dans quelle temporalité, avec quels moyens, c'est-à-dire qu'en fait, penser que la relance du nucléaire va à court terme nous sortir des impératifs qu'on a de baisse de plus de 50% de nos émissions d'ici à 2030, ce n'est pas vrai. Dire que ça va répondre à la question des besoins énergétiques d'ici à 2030, ce n'est pas vrai. Et donc on a un enjeu de développer les énergies renouvelables, c'est impératif parce que ça c'est immédiat. On va parler d'un autre risque, Julie. Oui, est-ce que finalement les écolos ne réussissent pas mieux quand ils sont plus pragmatiques? J'ai un exemple en tête, c'est un texte qui va arriver là dans ce qu'on appelle la niche, votre niche parlementaire, c'est-à-dire les écolos vont défendre leur propre texte, et il y a un texte sur l'interdiction des polluants éternels, les PFAS. Sauf que vous avez accepté, entre guillemets, de sortir de la liste ceux qui concernent les outils de cuisine, les poêles, les casseroles. Là, du coup, vous allez y arriver sur ce point-là. En tout cas, on espère que le texte sera adopté sans aucun amendement pour qu'il soit effectif et adopté, inscrit dans la loi. Donc ça va être un acquis. Tout à fait. Mais le combat va continuer. Bien sûr. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a 7000 emplois menacés? C'est ce que dit par exemple le groupe SEB. Qui les lobbyistes de SEB, oui. Est-ce que quand l'emploi est menacé, vous savez vous montrer raisonnable? Alors, raisonnable. Déjà, je vous remercie de dire qu'on a été pragmatique. Et sur ce sujet-là, je veux saluer le travail de Nicolas Thierry qui a vraiment... ça fait plus de 2 ans qu'il travaille sur ce sujet-là, sur le scandale des PFAS dont on voit qui contaminent nos eaux. Les polluants éternels. Les polluants éternels. Personne n'est capable de dire ce que ça veut dire. C'est ça, il y a des traces dans l'eau, il y a des traces dans les sols et ça a un impact sur notre santé. Oui, on a proposé ce texte-là. Nous avons été battus au sein de l'Assemblée. Nous voulions intégrer l'interdiction dans les poêles. Nous avons été battus, mais parce qu'on respecte à un moment le processus parlementaire, eh bien oui, nous arrivons à un compromis. Et donc ça démontre qu'on sait respecter à un moment le cheminement d'un texte parlementaire, même sur des mesures qui sont importantes pour nous, parce que dans les poêles, on sait aussi que Tefal sait faire des poêles aujourd'hui sans polluants éternels. C'est possible. Après qu'on accompagne pour réinvestir dans les chaînes de production, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, on sait faire sans PFAS. Et donc, on continuera. Donc, c'est la ligne pragmatique des écologistes qui marche, c'est ce que disait Julie. À propos d'emploi... Mais les écologistes sont toujours pragmatiques. C'est juste qu'on n'a pas toujours autant d'écoute. Je voudrais vous parler d'emploi et d'énergie en même temps. Vous êtes au courant, à Bourgoin-Jallieu, en Isère. C'est chez vous. Le fabricant de panneaux photovoltaïques, le dernier français, Photowatt, qui était le premier aussi, qui était propriété d'EDF, oui, va fermer. C'est le dernier site avec 160 salariés qui perdent leur emploi. Est-ce que vous demandez clairement aujourd'hui à l'État ou à EDF de reprendre en main le dossier? Ça fait des années qu'on demande, moi j'apporte tout mon soutien aux salariés, on y allait à plusieurs reprises, ça fait des années qu'on alerte l'État, qu'on alerte mais on peut plus les sauver. Mais oui, nous on espère encore qu'ils reprennent en main, mais qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'on avait une entreprise qui était à la pointe. Et qui, à un moment, parce qu'on n'avait pas de vision, parce que les gouvernements successifs n'avaient pas de vision de planification industrielle, de comment... Les gouvernements ou EDF? Mais en fait, je suis désolée, mais pendant un moment, quand même, EDF et le gouvernement, EDF a été quand même plus ou moins public-privé, mais c'est quand même un opérateur de l'État au sens large. Et puis la politique industrielle, c'est une politique d'État. On n'a pas su développer la filière, on a financé, et c'était très bien, on a aidé les gens à mettre des panneaux photovoltaïques, mais à acheter chinois, c'est pas possible. Et je veux finir parce qu'on a Photowatt, et j'ai tout mon soutien, mais dans ma circonscription, il y a Arkema qui va fermer. Arkema fait de la chimie. Et donc oui, moi je suis... C'est pas très écolo, la chimie. Non, c'est pas très écolo. C'est vrai, mais à un moment, je préfère qu'elle soit faite en France qu'elle soit faite en Thaïlande. Et aujourd'hui, Arkema, il y a Arkema Vancorex, les deux vont fermer. C'est 14% de la production de chlore française. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois que vous dites ça, il faut nationaliser? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il faut nationaliser Arkema. Alors pour Arkema, pour Vancorex, on propose une nationalisation temporaire et on sait que l'entreprise peut être redressée d'ici 2032. 2032, c'est demain d'un point de vue industriel. Arkema ne perd pas d'argent. Arkema profite des licenciements de Vancorex pour faire ça. Et je dis pourquoi c'est important. Aujourd'hui, c'est 14% de la production de chlore, mais c'est aussi les seuls producteurs qui garantissent une chaîne 100% français pour faire le carburant de la fusée Ariane et pour faire le carburant de missiles. C'est-à-dire que si demain, Arkema ferme, nous ne savons plus
faire des carburants 100% français. Cyril Châtelain, et donc là, non mais je reviens, dire qu'on pourra se revoir dans 10 ans en disant il y a un problème de souveraineté industrielle. Voilà comment l'État peut agir. Maintenant, aujourd'hui, sur Arkema et Vencorex. Cyril Châtelain, on va accueillir dans un instant un médecin qui se penche sur les questions d'éthique et en particulier sur la question de la fin de vie qui revient à fond, j'allais dire, dans le débat. Bruno Delaporta, il s'appelle, dont le portrait est signé Marco Pommier. Face à vous, Cyril Châtelain, un opposant à l'aide à mourir. Aide à mourir, c'est du brouillard qui est un enfumage. Médecin, néphrologue, docteur en sciences et en philosophie appliquée à la santé. À la question éthique et philosophique, faut-il faire tomber l'interdit de donner la mort? Notre invité répond non et dénonce dans ce livre ce qu'il appelle la passion euthanasique de nos démocraties. Autre point de vue développé dans l'ouvrage, l'autocontradiction des écologistes sur le suicide assisté ou l'euthanasie. D'un côté, ils prônent la responsabilité à l'égard de la vulnérabilité des écosystèmes et luttent pour la sauvegarde de la vie sur Terre. Mais de l'autre, en soutenant l'euthanasie, ils soutiennent des valeurs enchâssées dans la pulsion de mort. Un combat moral pour notre invité, alors que ce débat sociétal a été interrompu à l'Assemblée après la dissolution. Aujourd'hui, François Bayrou veut scinder le texte en deux parties, l'un portant sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide active à mourir. Ce sont deux enjeux complètement différents. C'est très préoccupant de coller ces deux lois et de faire croire qu'on fait un équilibre entre les deux. Face à vous, Bruno Delaporta. Ah ben on est en plein dans le débat. Bonsoir Bruno Delaporta qu'on accueille sur ce plateau. Je vous laisse saluer Cyril Châtelain. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le temps que vous vous installiez, il y a toujours la polémique sur les deux textes. Vous allez y revenir très largement, évidemment. Juste une chose, est-ce que, pour sortir de ce débat, est-ce qu'il faut deux textes ou pas sur le droit à mourir? Il ne faudrait pas un référendum, tout simplement? Moi, j'y serais favorable d'avoir un référendum. Moi, personnellement, oui, je pense que les Français pourraient très bien être... Personnellement, mais ce n'est pas la ligne d'Europe Écologie Les Verts? C'est juste qu'on n'en a pas discuté, enfin voilà, on n'a pas pris de position officielle. J'y suis très favorable et je pense que de manière générale, les écologistes le seraient. Bruno Delaporta, à vous. Oui, donc je suis enchanté de vous rencontrer, très heureux de discuter avec vous. En fait, j'ai des valeurs extrêmement alignées avec tout ce que vous racontez, donc je suis très heureux de parler. Et alors, à 99%, je vous suis partout. C'est-à-dire que je suis d'accord, on a une société qui est complètement désorientée, l'individu réclamateur, le court terme, on le voyait juste avant, dès que vous envisagez le long terme, on vous coupe pour vous dire mais à court terme, qu'est-ce que vous faites, etc. Et il y a comme ça une espèce de nihilisme, de pulsion de mort qui détruit l'environnement, qui détruit nos environnements, la planète, la vie, etc. Entièrement d'accord. Donc moi, la question que je vais vous poser est compliquée parce que je vais m'intéresser aux présupposés, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, aux présupposés philosophiques. Et en réalité, je suis comme vous, je suis très sensible à l'écoféminisme, c'est-à-dire qu'en fait, les valeurs du soin sont les valeurs de demain, très sensible à ça. Et il me semble que dans ce débat, les écolos, la gauche et le PS, pensent que c'est un progrès et ils sont en fait en train de... Ils sont un symptôme de l'ancien monde. Je pense que je ne suis pas d'accord avec vous sur les 1% là-dessus. Donc ma discussion va être un petit peu compliquée, mais ça m'intéresse d'avoir votre réaction. Je pense que... Voilà. En un temps limité toujours, hein, vous savez, vous avez 10 minutes maximum. 10 minutes, mais c'est juste cette question. Et en réalité... Ah là, vous m'avez fait perdre le fil. Excusez-moi. Alors non, mais moi ce que j'ai entendu, c'est que l'écoféminisme, par exemple, c'est ce que vous évoquiez, vous disiez, c'est le soin. Alors, je reprends mon truc. Donc, en fait, il n'y a pas deux camps, il y a trois camps. Je vais très vite. Il y a un camp conservateur qui fait un pas en arrière mélancolique et qui prend le point de vue de Dieu. La nature est bonne, Dieu a fait la nature, on touche à rien. Très bien. Il y a un deuxième camp qui est liberté, individu, maîtrise, qui est du style, on a le droit de choisir nos lois. C'est pas Dieu, c'est pas l'Église, c'est pas le roi qui nous donne des choses. Et il y a un troisième camp qui est valeur du soin. Et c'est le camp des soignants. Les soignants sont sortis parce que eux, ils ont l'expérience du visage, de la responsabilité à l'égard de la vulnérabilité, des corps, etc. Et ils disent, attendez, on n'est ni de gauche ni de droite, etc. On ne comprend pas ce que vous voulez faire. Et ce que je veux dire, c'est qu'il me semble qu'il y a une autocontradiction chez les écolos, c'est-à-dire que vous êtes dans le camp liberté, individu, court terme, alors que c'est les valeurs du soin qu'il faut défendre. Alors, Cyril Châtelain va vous répondre. Voilà. Déjà, merci et ravi de pouvoir échanger. Est-ce qu'il y a une contradiction, c'est ça qu'il veut vous dire, entre la valeur du soin et les valeurs des écologistes et la fin de vie? Alors, pour moi, non. Moi, je le vis plutôt comme une continuité. C'est-à-dire que vous avez raison. Je pense que d'abord, la question, c'est celle du soin. C'est celle alors déjà, même pour nous, déjà de prévenir, de faire en sorte que les gens ne tombent pas malades, de soigner,
de soulager quand on n'arrive plus à soigner. Et c'est pour ça qu'on proposait notamment un droit garanti, donc opposable, aux soins d'accompagnement, notamment aux soins palliatifs. Parce qu'effectivement, on a un sujet aujourd'hui, c'est que les soins palliatifs sont quand même répartis de manière très inéquitable sur notre territoire, et qu'à un moment, la première chose qu'on doit garantir, c'est cette capacité d'être soigné et prise en charge partout. On est d'accord. Donc je pense que là-dessus, on est d'accord. La question, c'est que pour moi, dans cette continuité, du moment où on a garanti en fait ce soin, je pense que la personne malade, elle doit continuer à être considérée comme une personne qui peut faire ses choix. Et que dans ces choix-là, elle peut choisir de mettre fin à ses jours. Et qu'on doit l'accompagner. Et moi, c'est là-dessus, effectivement, la question du consentement et de la conscience. Je pense que c'est les personnes qui doivent garder En fait, je suis extrêmement content de vous rencontrer. J'aimerais bien reprendre la discussion tranquillement après. Parce qu'en fait, dans ce que vous dites, aide à mourir, en fait, c'est un grand enfumage. Vous savez qu'il y a 5 situations qui relient le médecin et la mort. Et qu'en fait, il y a une discontinuité quelque part. C'est-à-dire que, premièrement, vous pouvez ne pas transférer en réanimation une personne trop âgée, par exemple. Et elle va mourir plus vite. 1, abstention. 2, vous pouvez prescrire des analgésiques puissants ou des sédatifs et soulager la personne, par exemple, qui a des métastases osseuses hyperalgiques. 1, abstention. 2, analgésie. 3, vous avez ce qu'on appelle les limitations à arrêt de traitement. On peut arrêter un traitement disproportionné, je suis médecin en dialyse, on peut arrêter la dialyse au risque de mourir. 4, vous avez le suicide assisté. Vous remettez à la personne un poison qu'elle va elle-même absorber. 5, vous avez l'euthanasie. Le médecin provoque délibérément la mort. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le 1, 2, 3, les valeurs du soin, c'est la personne meurt du fait de la maladie, elle meurt du fait des choses. Et l'intégrité morale de l'humain... Naturellement, vous voulez dire, c'est ça que vous voulez dire. Pas naturellement, du fait de la maladie, si vous voulez. Mais je me méfie d'un mot nature parce qu'elle va me reprendre sur ma... Pour faire simple. Et donc, l'humain, si vous faites ça, vous n'êtes pas attaqué dans votre intégrité morale. Le 4 et le 5, c'est très différent. Vous prenez une seringue, vous poussez, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a plus personne. Donc en fait, le 1, 2, 3 et 4, 5 sont très différents. C'est-à-dire qu'il y a un crescendo dans la gravité morale, l'abstention est moins grave que l'euthanasie, et il y a une rupture qualitative entre le 1, 2, 3 et 4, 5. Et donc, alors c'est intéressant, vous mettez la morale dans l'histoire. Et donc, l'interdit de donner la mort qui protège les grandes vulnérabilités pour lesquelles vous militez, l'interdit de donner la mort est entre 1, 2, 3 et 4, 5. Et avec ce terme d'aide à mourir, les Français sont complètement paumés. Quand vous dites les Français ils sont favorables pour le référendum, c'est faux. Les Français disent oui, non, je suis favorable à un référendum. Je ne sais pas quel serait le choix des Français. Mais les Français, ils diront oui. Vous avez raison, ils diront oui. Parce qu'en fait, quand ils entendent aide à mourir, ils disent oui, je ne veux pas souffrir, je veux qu'on me soulage. Attendez, juste, je finis ma phrase. Oui, mais ils disent oui, quand je dis aide à mourir, je ne veux pas souffrir. Ou ils disent je ne veux pas du pouvoir abusif des médecins, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Et en fait, il n'y a que des amalgames dans la presse, que des confusions. Même Macron, quand on lui demande si l'aide à mourir, c'est un suicide assisté ou une euthanasie, il dit non, ça n'en est pas une. Fin de la phrase, et Cyril Châtelain vous répond. Est-ce qu'il y a confusion ? Alors je sais pas, moi, ce que je peux dire, c'est que pour moi, la question je ne vois pas cette coupure-là. C'est-à-dire que pour moi, le soin, il va accompagner même quand une personne, elle va faire le choix difficile de mourir. Parce que moi, l'impression que j'ai aujourd'hui, et je connais bien moins les choses que vous, c'est des voilà, on a tous des expériences différentes, mais c'est parfois une hypocrisie, c'est-à-dire des soignants, des familles qui se retrouvent tout seuls avec des personnes qui souffrent, dont effectivement on va, sans le dire, donner des doses un peu plus fortes de sédatifs. Il y a quand même l'impression parfois d'une hypocrisie, d'une grande solitude, et donc moi j'ai l'impression que... Sans que ce soit un choix, si je comprends bien. Si, c'est un choix, mais plus ou moins assumé, plus ou moins dans le non-dit. Mais je vous dis, moi c'est l'expérience que j'ai, mais elle est peut-être injuste. Là, je vous réponds clairement. Alors répondez clairement et brièvement. Peut-être juste, je finis juste sur cette question des soins, c'est que c'est pour ça que pour moi, la question du soin, elle va aussi dans cet accompagnement-là. Et là, vous avez raison, c'est qu'il faut être clair, c'est que cette loi-là, elle dit à la fois, elle est plutôt sur le 4, c'est-à-dire on laisse à la personne, on prescrit... Non, mais elle est majoritairement sur le 4, qui est on prescrit un produit que la personne va s'auto-administrer. Et là, pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'elle soit entourée. On ne peut pas mourir tout seul. Enfin, à un moment, il y a quelque chose, c'est pas possible, et on doit pouvoir revenir en arrière. Et effectivement, pour des personnes qui ne pourraient pas se les auto-administrer, on va vers le 5. Mais c'est bien parce qu'on a des personnes qui sont conscients de la capacité de leurs esprits, mais qui ne peuvent pas Bruno de la Porta, vous disiez, on a entendu tout à l'heure, que vous estimez que un seul texte, ça ne va pas. Il faut un texte pour les soins palliatifs et un texte pour l'aide active à mourir. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, les valeurs du soin, c'est un, c'est un trésor de notre civilisation. Je suis d'accord avec vous sur l'écoféminisme. Le soin qu'on porte au corps malade a quelque chose à nous dire du soin qu'il faudrait porter à la terre malade. Il faut prendre soin de soi, des autres, humains, non humains, et de notre monde commun.
Mais en fait, la rupture, elle est anthropologique. Le 4 et le 5, il est exceptionnel dans nos services, et c'est une rupture anthropologique. Alors que le 1, 2, 3, on est tous d'accord. Donc vous dites qu'il faut deux textes différents. Mais bien sûr, sinon c'est une arnaque juridique. On colle deux trucs en faisant croire qu'il y a continuité. Alors Cyril Châtelain vous répond. Alors moi, je dirais qu'à l'inverse, quand on dissocie, là, ça sera plutôt un piège politique. C'est-à-dire qu'on va avoir une très forte mobilisation sur une partie qui est la question de l'aide à mourir. Et encore, je dis, pour moi, c'est la continuité de l'accompagnement de personnes qui, à un moment, ont décidé, parce que ce sont des personnes qui ont le droit de choix. Enfin, moi, effectivement, j'avoue que je suis entre la question du soin et la question du respect du choix individuel, qui, en fait, ne veulent plus subir et veulent choisir, après un parcours où on les accompagne, qui puissent choisir de mourir. Et je pense qu'il faut garder un texte qui donne la vision globale. Sinon, ça donne l'impression que d'un côté, on soigne je dis, en fait, c'est un problème de philosophie contemporaine extrêmement délicat. Et ça demanderait qu'on discute 1 heure pour clarifier les problèmes. On fera une émission spéciale. Juste une chose. Sur la question d'éthique contemporaine, qui a le droit de donner la mort. J'ai fait un colloque d'une journée entière, aspect juridique ça, et aspect écologique. Dominique Bourg, vous connaissez bien, était là. Oui, j'ai vu qu'il avait préfacé. À la fin de la journée, il a dit, écoute Bruno, je me suis planté, je me suis trompé. J'allais être d'accord pour ça. Tu as complètement raison. On peut changer d'avis, ça peut arriver. Mais vous restez sur votre position. Un seul texte et il faut que tout soit ensemble. Un seul texte, moi, ce qui est cohérent. En fait, il faut de la cohérence. Merci Bruno de la Porta d'être venu sur ce plateau. Question personnelle maintenant, je me retourne vers Hugo. Oui, sur la stratégie concernant votre groupe, sur la niche LR qui aura lieu dans 2 semaines, le 6 février. Ça va être quoi votre stratégie? On a des textes qui sont très droitiers, que l'extrême droite va sûrement voter, hein, l'abrogation du titre de séjour pour les malades étrangers, etc., etc. Ça va être quoi votre stratégie? On sait que les macronistes sèchent les niches en général. Ils sèchent tout, ils ne sont plus là. Non, mais ils sont démobilisés, on demande même s'ils vont bien. Donc voilà. Et justement, comment vous allez vous organiser, vous, chez les écolos, pour cette journée? En tout cas, on combattra ces textes. Et donc, on a vu la journée, on s'est dit, c'est le musée des horaires. Donc voilà, on est en train de voir déjà ce qui se passe en commission. Comment, voilà, on chemine. Je crois que les premiers textes sont étudiés demain. Et on sera en opposition totale aux textes qui sont présentés. Julie? Comment se passe votre vie sur Twitter? Bien. Sans X. Ça va mieux. Vieille école. Ça va mieux. Vous avez 2-3 astuces, conseils à donner à Marine Tondelier? Elle a l'air d'avoir un peu plus de mal sur la désintox. En fait, il ne faut pas croire qu'on a l'impression qu'avec Twitter, on peut communiquer à tout le monde, etc. Et en fait, non, ça se passe bien, on vit mieux, on a moins de trolls, moins de violence. Et peut-être qu'on voit un peu mieux, justement, ce qui nous entoure quand on n'est pas focus sur Twitter. Clément? Vous êtes élu d'Échirolles, dans la banlieue de Grenoble. C'est un territoire qui est gangréné par le trafic de drogue et le narco-banditisme. Est-ce que vous allez voter la proposition de loi transpartisane pour lutter contre le narcotrafic qui est examinée à partir de demain au Sénat et qui va arriver à l'Assemblée? Alors, je veux dire que c'est un territoire qui a tellement plus que ça. Enfin, je suis d'accord, mais je veux quand même le redire, c'est-à-dire que c'est un territoire qui a une vitalité associative de dingue. Enfin, c'est une ville qui a énormément de potentiel, mais oui, on a un sujet de lutte contre le narco-banditisme. Renforcer l'arsenal judiciaire. Vous voterez cette proposition de loi ? À ce stade, moi j'en ai échangé d'ailleurs ce matin avec mes collègues du Sénat. On n'y est pas favorable parce qu'on est sur une vision qui est uniquement répressive, ce qu'on fait depuis 30 ans et qui n'a toujours pas marché, et on a peu de logiques préventives et des logiques de soins. Et en fait, quand on est face à un problème, certes de sécurité, mais aussi d'addiction et de politique de santé, et on doit mêler les deux ensemble. Et à ce stade, a priori, le texte est très insuffisant. Mais Non, mais donc, moi, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas conscience de comment ça impacte les vies de centaines de personnes. C'est juste qu'il faut trouver la bonne réponse. Merci à tous pour vos questions. Merci Bruno de la Porta d'être venu lancer le débat et relancer le débat sur la fin de vie qui est loin d'être terminé. Et merci à vous, Cyril Châtelain, d'avoir été avec nous dans l'Indice et politique sur LCP qui revient évidemment lundi prochain. En attendant, bonne soirée sur la chaîne parlementaire.